nouvelle superpuissance, que mon avis ne sera pas une superpuissance aussi impériale que les États-Unis, mais qui sera une superpuissance. Ces deux superpuissances ayant les moyens de mettre en place une régulation propre, parce que tout simplement, ils ont la force. Une régulation qui ne s'appuie pas sur la force, c'est-à-dire sur des moyens de faire chanter l'autre, parce que c'est ça la force, et sur une régulation vide. Ce qui fait que les régulations qui ne sont pas américaines, qui n'ont pas les moyens de faire chanter, qui ne sont pas chinoises, qui n'ont pas les moyens de faire chanter, sont vides. C'est le cas des réglementations européennes. Nous n'avons pas les moyens de faire chanter le reste du monde. Si vous regardez quels sont les pays ou les entreprises qui sont vitales pour le reste du monde. Il y a des entreprises américaines, bien sûr, tout ce qui est lié à Internet, si vous voulez, enlève la prise, vous pouvez faire, et il y a des entreprises chinoises. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans la bataille sur le droit de douane, les Américains ont été obligés de céder aux Chinois parce qu'ils avaient besoin de leurs aimants, de leur patrie, etc. Nous, Européens, nous n'avons rien de tout ça. On n'a aucun moyen de faire chanter qui que ce soit. On a une seule entreprise nécessaire au reste du monde, et elle est pour l'essentiel le capital américain. C'est ASML. Mais toutes les entreprises européennes pour lesquelles vous travaillez, quand on d'entre nous, on peut s'en passer. Elles ne sont pas vitales au monde. Donc, nous n'avons pas de moyens réels de faire valoir notre droit, parce que le droit n'est qu'un rapport de force, toujours. Une célèbre phrase sur combien de divisions de Staline à propos du pape reste une vérité 10 millénaires, si le plus. On en est là à un moment où, en même temps, il y a une prise de conscience très faible, mais existante, de deux faits importants. Le premier, c'est que nous avons intérêt à une règle du droit global. Nous avons intérêt à une règle du droit global, et là où elle existe, elle est utile. Nous avons intérêt à une règle de droit global en matière bancaire, nous avons intérêt à une règle de droit global en matière de santé. On l'a vu avec les épidémies où on a mis en place des règles de droit à peu près globales. On l'a vu aussi avec, on le voit avec le climat, où on aurait intérêt à des règles de droit global. On voit que dans certains domaines, ces règles de droit s'imposent même d'une façon corporative. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui créent des règles de droit global, pas les États. Vous savez ça mieux quoi. Il y a beaucoup de domaines où il existe de l'équivalent de ce qu'étaient les corporations au Moyen-Âge en France, mais à l'échelle mondiale, où des associations d'entreprises fixent des règles de droit informelles ou formelles, mais implicites, qui sont garanties par aucun traité, mais qui ont intérêt de fonctionner. Ça existe dans la publicité, ça existe dans la comptabilité, ça existe dans un très très grand nombre de domaines. Et ces règles de droit s'imposent, si on veut être optimiste, comme un état de droit mondial qui est cohérent. Ça, c'est une première lueur d'espoir. La deuxième lueur d'espoir, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et si vous ne retenez qu'une seule chose de ce que je vais dire ce soir, c'est ça, que nous avons intérêt à travailler dans l'intérêt des générations futures. Et s'il y avait un seul critère à vous fixer dans ce que vous faites, c'est est-ce que ce que je fais est utile pour les générations futures? Ce qui n'est pas facile, parce que c'est difficile de savoir si ce qu'on fait est utile aux générations futures. Comment est-ce qu'on peut le faire vivre? C'est comme quand vous êtes dans une voiture de nuit avec une falaise d'un côté et un ravin de l'autre, vous avez intérêt à allumer des phares, même si ça ne vous garantit pas que vous allez réussir à en sortir. Donc, se préoccuper de l'intérêt de la génération future, c'est comme allumer les phares. On peut se tromper, mais c'est mieux que de ne pas les allumer. Or, et là aussi, c'est un signe d'espoir, c'est qu'il commence à y avoir, à l'échelle globale, indépendamment des technologies dont je vais parler, parce que je pourrais finir une question, il commence à y avoir une prise de conscience de cette importance. Et si vous regardez dans beaucoup de pays, pas les plus importants, mais dans beaucoup de pays, il est une règle explicite ou implicite dans la Constitution qui dit toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Ça existe dans beaucoup de pays. Et en France, ça n'existe pas explicitement, comme je viens de le dire, mais ça existe depuis peu.
le Conseil constitutionnel, pour la troisième fois, pour une raison chez soi, a appliqué ce principe qui se trouve caché dans un coin d'un des préambules de la Constitution. Alors, si on arrive à faire ça, on arrive à fixer une règle de droit globale, véritablement globale, un critère en tout cas de droit global, qui est conforme à tout ce qu'on a appliqué en matière de compliance, c'est-à-dire tout ce qui fait en sorte que le bien l'emporte sur le mal, que les méchants soient punis et que l'activité illégale ne soit pas autorisée. Maintenant, il n'empêche que à cela s'ajoute une dimension que vous avez ajoutée, c'est que à chaque fois qu'apparaît une technologie nouvelle, on ne se pose pas une question sur ce qu'elle va faire, et en fait, on fait toujours la même chose. Une technologie, c'est jamais qu'un moyen de faire le bien ou faire le mal. C'est pas elle qui décide, ce sont les hommes et les rapports de force qui en décident. Si vous prenez l'imprimerie, on a fait avec ça des livres magnifiques, mais on a fait aussi, on a écrit Mein Kampf avec. Donc, la technologie n'est pas une réponse en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Et l'intelligence artificielle, qui n'est qu'une phase dans une accélération des technologies de l'information, l'humanité fonctionne sur deux technologies, sur deux domaines, pas trois, l'information et l'énergie. Et on avance avec des moyens d'avoir plus de contrôle de l'énergie, plus de contrôle de l'information. Et aujourd'hui, sur l'énergie, on est en train de basculer lentement, mais sûrement vers des énergies durables. Et sur l'information, il y a une accélération des processus en marche. Et c'est les pays qui contrôlent les deux sont les maîtres du monde. Aujourd'hui, on voit que le contrôle de l'énergie donne des pouvoirs aux pays les plus pauvres, parce qu'il n'y a que ça, de certains pays pauvres, tandis que le contrôle de l'information donne le pouvoir à ceux qui sont passés à l'autre étape. Et donc, les technologies nouvelles qui sont en train d'apparaître auront le même impact que les technologies précédentes, c'est-à-dire une accélération des processus de manipulation de l'information, une automatisation croissante d'un certain nombre d'activités humaines, qui est dans la continuité de l'histoire humaine qui a toujours tenté, avec succès, de réduire des efforts. Une meilleure énergie pour réduire des efforts ou une automatisation de l'information pour réduire les efforts. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis l'invention de l'écriture, de l'imprimerie et ce qui est la comptabilité, ce qui est. Donc on en est là. Donc il est clair que ce qui est en train d'arriver là, qui était prévu, prévisible et qui n'est d'ailleurs qu'une étape dans ce qui vient plus loin, parce que ce qui vient plus loin demain matin ou après-demain viendra avec les neurosciences et la possibilité de manipuler les cerveaux de façon beaucoup plus approfondie que ce qu'on voit aujourd'hui, et très sommaire, c'est la suppression d'un grand nombre d'activités, l'automatisation d'un très grand nombre d'activités. Il ne faut pas se battre contre ça, ça aura lieu. Ça aura lieu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça supprime la nécessité de l'homme. Je prends souvent l'exemple de l'oiseau. Un oiseau, ça vole. Bon, ça vole, ça a des qualités incroyables. Ça fait des choses extraordinaires. On connaît mal d'ailleurs, parce que des oiseaux qui font 6000 km, des petits oiseaux qui font 6000 km sans se poser, avec une capacité de rotation incroyable. Mais ça ne fait pas la même chose qu'un avion. Et un avion, ça ne fait pas la même chose qu'on veut. Donc, ce sont deux chemins différents. Et la technologie de l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'homme. Elle va être comme l'oiseau, comme l'avion à côté de l'oiseau, avec autre chose, qu'il faut utiliser. Mais ça ne va pas remplacer ce que la créativité humaine, l'intuition, la capacité d'innover et la capacité à penser l'avenir peut faire. D'autant plus que l'intelligence artificielle, dans son état actuel, ça va être dépassé, est extraordinairement simple, c'est très sommaire. Comme vous savez, ça consiste simplement à faire voir le monde après, avec une capacité de calcul rapide, mais ça nous impressionne, mais c'est juste une capacité de prévoir le monde après en fonction de la probabilité du mot précédent, c'est tout. Donc il y a en effet beaucoup de tâches, beaucoup de choses que vous faites qui vont être automatisées, c'est clair.
il y a beaucoup de choses que font vos adversaires, ceux qui tentent de passer à travers les rails, qui vont être facilités par l'intelligence artificielle. On va pouvoir faire beaucoup plus de faux beaucoup plus crédibles. Tout ça aura lieu. Et c'est vrai que dans l'histoire humaine, c'est toujours la bataille entre le bouclier et l'épée, et c'est toujours l'épée qui gagne entre le bouclier. Vous êtes le bouclier, ils sont l'épée. Mais en général, presque toujours, c'est l'épée qui gagne. Donc vous avez intérêt à renforcer l'épée, le bouclier, au maximum, et à savoir que ça va être une bataille très difficile, qu'il vous faudra pour ça connaître à fond les nouvelles technologies et le mieux possible, savoir comment les utiliser, savoir comment les autres les utilisent, essayer d'obtenir des boîtes de techno qui développent des outils pour vous, et pas des outils pour les autres, apprendre vous-même à développer des agents d'IA qui vous soient spécialisés, et vous avez devant vous une tâche fondamentale et tout à fait possible. Voilà ma réponse à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Attali. Je vais rebondir sur un commentaire que vous avez fait, c'est-à-dire que les rocs, nous n'avons pas, par rapport aux États-Unis, par rapport aux Chinois, nous avons moins d'atouts, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez comment est-ce qu'on peut se battre dans le contexte C'est un moment crucial. Crucial. Nous sommes, nous Européens, nous sommes la région du monde la plus enviable et la plus enviée. La plus enviable parce que meilleure qualité de vie. Ne croyez pas tous les paliverdes qu'on raconte sur le fait que nous vivons avec un niveau de vie digne de l'Alabama. C'est le grand discours à la mode de deux, c'est complètement faux. C'est une manipulation de statistiques, c'est complètement faux. Il faut regarder les vrais critères de parité de pouvoir d'achat, d'espérance de vie, de qualité de vie. On est encore largement au niveau américain. Et bien meilleur dans beaucoup de domaines. Je rappelle que l'espérance de vie aux États-Unis baisse. Alors, pardon, c'était quand même un critère fondamental qui fait que leur GNP et leur PIB qui est si élevé, il est à 17% consacré à la dépense de santé qui ne servent à rien, alors que nous sommes à 8%. Donc, la mesure du PIB est une part, un instrument crédible de du. Nous sommes extrêmement puissants, mais nous sommes une proie. Nous sommes une proie des Russes, qui veulent rendre nous coupables chez nous, à commencer par l'Ukraine, mais aussi tout le reste, au moins pour instituer l'Empire ancien. Nous sommes une proie pour les Américains, qui veulent prendre tout ce qu'ils peuvent chez nous. Nous sommes une proie maintenant en plus pour les Chinois, qui veulent prendre tout ce qu'ils peuvent chez nous. Et tant qu'on n'aura pas mis en place ce qu'on fait très lentement, encore actuellement une tentative de réglementation sur les importations chinoises qui aurait dû être en place depuis des années, mais qui ne l'est pas. On fait très lentement ce qu'on doit faire. Mais on fait des choses. C'est un miracle d'avoir créé une banque centrale, c'est un miracle d'avoir créé des emprunts communs, c'est un miracle de commencer à parler d'une défense commune. Mais ce qui est les vrais dangers, c'est des dangers de fractionnement, des dangers de nationalisme. Je ne m'inquiète pas trop pour la France, mais je m'inquiète pour l'Allemagne. Parce que le parti qui est un vent en poupe en Allemagne est un parti qui veut sortir de l'Union européenne. L'AfD, c'est bien pire qui touche pour ailleurs en Europe. Si ça pourrait être le pouvoir, ça serait mieux, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Enfin, ils vont gagner quelques élections locales. Mais malgré tout, nous sommes en train de prendre conscience, grâce à M. Trump, grâce à M. Poutine, de cette phrase très simple, nous sommes seuls. Et cette prise de conscience de notre solitude devrait nous entraîner à développer, vous, dans vos métiers, et partout, des moyens qui nous sont propres. Ne plus compter sur les autres. Ne plus compter sur les autres, tant qu'on peut. Parce que de toute façon, ils sont contre nous. Voilà. Merci beaucoup. Vous l'avez mentionné, vous l'avez évoqué, l'automatisation avec l'IA, et d'ailleurs c'était l'objet d'un workshop aujourd'hui.
En tant que compliance officer, moi personnellement, je pense que c'est le cas de beaucoup de compliance officers, je m'interroge sur l'évolution même de la fonction. Aujourd'hui, dans l'entreprise, dans des fonctions un peu spécialisées comme ça, moi par exemple, je vous ai dit en amont de faire l'intervention que j'ai travaillé sur le trade compliance, sanction, contrôle d'exploitation. Est-ce que vous pensez que la fonction, à votre opinion, va évoluer? On aura des... Je ne connais pas le détail de votre métier et je l'ai vu de l'extérieur. Ce que je pense, c'est que vous devez développer vos agents IA personnellement. Il faut que vous, avec vos équipes informatiques ou vous-même, parce que c'est assez facile, vous voyez comment vous pouvez utiliser l'IA vous-même pour utiliser vos propres agents et pas les besoin. Et si possible, en dépendant le moins possible d'entreprises américaines pour le faire, ou chinoises évidemment. Donc, développer vos outils, et ça va être un petit effort de formation personnelle pour le faire. Et vous verrez que vous aurez des moyens d'être autonome et d'aller plus loin dans vos fonctions. Parce que ce qu'on a vu, ce qu'on a vu n'est rien à côté de ce qu'on va voir. On rentre dans un univers où le faux, va être incroyablement présent. Puisque j'ai dit tout à l'heure que tout ce truc bien consiste à remplacer les efforts humains par des prothèses ou des robots. Le robot final, c'est la copie de l'homme. Et la copie, c'est l'activité. Donc vous êtes en plein confronté à des faux. Et ça va être, si j'avais à vous dire, l'urgence pour moi, c'est qui est votre métier. C'est traquer les faux. Et traquer des faux par des faux numériques. Et à mon avis, ça va être une mission très difficile sur laquelle il y a des réponses, il y a des technologies qui apparaissent, il y a dans la cybersécurité des technologies qui permettent en permanence le dialogue entre l'épée et le bouclier. Mais je pense que c'est votre principal combat de demain. La recherche des faux et des nouveaux faux qui vont apparaître. Merci à vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important dans le cadre de nos métiers. Je parle de compliance, mais je pense que c'est beaucoup de métiers. C'est d'avoir une sorte de phare pour les générations futures. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire en tant qu'Européen convaincu, ayant une fonction de conformité dans une entreprise européenne, je pense que comme beaucoup d'entre nous ici, est-ce que, ma question c'est dans le contexte de tension, on est un peu pris entre la Chine et les États-Unis, en plus les idées russes nous attaquent, est-ce qu'on a encore les moyens, nos ambitions, c'est-à-dire protéger nos valeurs européennes? Oui, on n'a pas perdu. Il y a un match de foot important après. Bon, je prends cet exemple du foot. Si on est spectateur d'un match de foot, on dit on est optimiste ou pessimiste pour l'équipe qu'on soutient. Ben, on n'est pas spectateur du match. On est des joueurs du match. Vous êtes des joueurs du match. Donc ça dépend de vous. Vous êtes sur le terrain, disons qu'on est mené 2-0, ça c'est sûr, à la mi-temps, mais qu'on n'a pas perdu le match. Donc demandez-vous non pas ce qui va se passer, ça ne sert à rien, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour que ça se passe bien. Chacun d'entre vous. Dans votre métier, dans vos associations professionnelles, dans la façon de réinventer vos métiers, demandez-vous ce que vous pouvez faire. Pas ce qui va se passer en étant spectateur. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Je vais vous laisser pendant 10 minutes. Et vous avez sûrement autre chose à faire. Merci, monsieur Attali. Une question, qu'est-ce que vous voyez comme blocage au sein de l'Union européenne? Le rapport Draghi est un rapport très intéressant et j'ai beaucoup d'admiration pour Mario et ce qu'il a analysé. Mais c'est un rapport que tous nous admirent sans l'avoir voulu. Parce qu'il est très bien dans l'analyse, mais il n'y a pas de proposition. Moi, j'aurais préféré qu'il termine par il faut faire ça, ça, ça et ça et ça. Des propositions concrètes, il n'y a pas. Et comme la commission était ravie qu'il n'y ait pas, ben, la commission a dit bravo pour le rapport Draghi pour passer à autre chose. Mais un peu plus d'1 an que le rapport Draghi est sorti, il ne s'est rien passé. Donc ce qui manque maintenant,
c'est un vrai agenda de réforme. Pour un vrai marché unique, pour une armée européenne, pour une régulation commune des télécoms, pour nier le sujet. J'étais tout à l'heure en réunion avec le dirigeant européen du Parlement et de la Commission sur la réglementation en matière d'environnement. Ils n'ont pas d'agenda. Nous sommes face à une commission qui cherche à maintenir un pouvoir sans, c'est comme dans beaucoup de pays, qui n'a pas de programme, qui n'a pas de véritable ensemble de mesures à mettre en œuvre. Donc ce qui bloque, c'est le fait qu'il n'y a pas de leader, qu'il n'y a pas de véritable... Et comme on est dans une situation politique où les deux gouvernements importants de l'Europe sont très faibles, les Allemands et les Français, ça ne va pas bien. Donc, ça va être bloqué aussi longtemps qu'on n'a pas en France un nouveau présidente, et aussi longtemps qu'en Allemagne, la question de l'AfD n'est pas vraiment écartée. Ça peut durer. Mais ce n'est que par le couple franco-allemand qui signerait la panne, sonnerait la fin de la récréation, qui dirait il faut faire ça, ça et ça. Défense, marché, politique industrielle, c'est-à-dire acceptation de la politique industrielle supérieure à la politique de concurrence, il y aura le choix crucial, protection commerciale et effort de recherche. Voilà. On en est encore assez loin. Au-delà des programmes, en soi, et des plans d'action, est-ce que le courage politique, le sens du bien commun, existe encore, ou est-ce qu'il ne reste plus que l'ambition personnelle, la L'ambition personnelle, de place politique? ça dépend de qui vous parlez, mais l'ambition personnelle, d'abord, c'est pas toujours mauvais si vous avez une ambition au service du nouvel avenir. J'ai connu partout, j'en connais encore, des hommes politiques qui ont une ambition personnelle, mais qui la mettent aussi comme leur pour lutter avec une ambition politique. Mais vous avez raison, je l'ai dit à la télévision il n'y a pas longtemps, la classe politique française est devenue catastrophique. On a eu longtemps des avocats, puis ensuite on a eu des professeurs, puis ensuite on a eu des technocrates. Et maintenant, si vous regardez la classe politique, tous les dirigeants n'ont pas été d'autres métiers qu'assistants parlementaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement conçu une raison de faire de la politique autre que carrière assez médiocre. Donc c'est vrai, il y a un déficit en particulier en France mais malgré tout, il y a pas mal de gens de qualité, en particulier parmi les maires, qui sont plus remarquables, je pense, que les parlementaires, pour beaucoup d'autres font. Et je ne désespère pas de l'avenir. La France est un grand pays, elle va retrouver sa force. Elle rebondit toujours. Parfois, après viennent des errements, elle rebondit toujours. C'est pas bien. Encore, faites de la politique. Faites de la politique. Ne vous plaignez pas des hommes politiques ou des femmes politiques si vous n'en faites pas. Je vais poser une seule question sans vous être trop indiscret. Qui d'entre nous est membre d'un parti politique? Je ne parle pas, soyons là. C'est bien pour l'être, mais vous êtes trop peu nombreux. Vous devriez être tous membres d'un parti politique. Tous. Sinon, vous n'avez rien à dire. D'accord? Oui. Dans vos propos initiaux, vous parliez des deux piliers que sont l'information et l'énergie, et également des faux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire de plus en plus de faux totalement vrais. Vous ne pensez pas qu'à un moment, le mélange énergie et information va amener à une rupture technologique telle qu'il va y avoir un effondrement de la technologie par manque de confiance, et en plus de ça, par manque d'énergie, parce que cette technologie demande une quantité d'énergie monstrueuse. C'est un scénario catastrophe qui n'est pas vraisemblable. L'effondrement de la société par la perte de confiance, qui fait que on ne croit plus en rien, n'est pas invraisemblable. Et là, on entre dans la vraie barbarie, dans ce cas, puisque c'est vraiment celui qui a le revolver sur la table qui l'emprunte. Et l'effondrement par dépenses énergétiques excessives n'est pas invraisemblable non plus. Parce qu'on n'a pas les vrais chiffres, mais il semblerait que la consommation d'énergie et d'eau
des data centers, en particulier des data centers liés à l'intelligence artificielle, soit dorénavant. On arrive à des limites. On arrive à des limites et je connais des gens très sérieux qui pensent que tout ça va s'effondrer. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire humaine. Le pape, dans son encyclique tout à fait remarquable, a parlé de la tour de Babel. Je vous invite à lire. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit, mais c'est un texte tout à fait remarquable. Donc c'est vrai, le risque existe. Il ne faut pas le souhaiter, parce que ce serait une barbarie insupportable. Et c'est pour ça que vous êtes des acteurs fondamentaux. En venant, je pensais à comparer au personnage de Fahrenheit 451. Qu'est-ce qu'il a vu ce roman? J'ai vu ce film. Il y a un film aussi. Oui, voilà. Vous êtes les défenseurs de cette vérité-là. Merci.